Bienvenue à tous et à toutes. Je me présente Joanne Blais, je suis coordonnatrice au service d'accompagnement chez Evol. Ce matin, j'ai la chance d'être accompagnée par mon collègue Charles-Antoine, qui est webmestre et précieux collaborateur. On est de chez Evol, fait que je sais que peut-être que certains connaissent peu ou beaucoup évolent, mais pour le bénéfice de tous, je voulais vous mentionner dans le fond qu'on est une organisation qui fête ses 30 ans cette année. On est né de l'évolution de Femmes et Sœurs et ce qu'on fait au quotidien, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de transformer l'entrepreneuriat afin de contribuer à la création d'une économie qui est plus durable, diversifiée et équitable. Puis la façon qu'on s'y prend pour le faire, c'est vraiment en finançant et en accompagnant des entreprises à propriété diversifiée et inclusive. Puis ça, c'est dans les 17 régions administratives du Québec. Dans le cadre de ce webinaire, vous comprendrez qu'il était tout à fait naturel de collaborer avec notre partenaire, l'Ordre des CPA, pour aborder un élément crucial de la saine gouvernance, qui est des entreprises qui sont autant en émergence, en croissance, en acquisition relève, soit la gestion des risques. Donc, je vous apprendrai pas qu'on évolue actuellement dans un contexte socio-économique qui peut être fait d'incertitude, d'instabilité. Puis dans cette situation-là, c'est d'autant plus important et encore plus vrai de faire sa gestion de risque, dans le fond, une priorité. Fait que, on voit que si la majorité des entreprises, des grosses entreprises ont déjà emboîté le pas, c'est un peu moins vrai au niveau des plus petites entreprises, des PME. Mais pourtant, c'est tout aussi important, peu importe la taille de l'organisation. Fait qu'au cours des prochaines minutes, on va s'entretenir avec Richard Morisseau, qui est Fellow CPA, afin de voir comment on peut justement réduire la vulnérabilité dans un contexte où il y a des menaces externes, puis s'assurer aussi de la poursuite de nos activités dans le temps, de nos affaires, puis la pérennité. Avant de lui céder la parole, parce que c'est ça vous êtes ici pour l'entendre, je vous ferai un petit rappel des éléments logistiques du fonctionnement. Donc, on a au total 1 heure ensemble, une belle heure à passer. Je dirais la quarantaine de minutes, des premières minutes, c'est vraiment au niveau le webinaire, ça va être la conférence, fait que c'est Richard qui va nous présenter des éléments fort pertinents. On se garde à la fin environ 10-15 minutes pour des questions. On vous invite, si vous en avez en cours de route, d'utiliser le clavardage en bas ou clavardage ou chat pour venir poser vos questions. Puis, on va les récupérer et s'assurer, dans le fond, de pouvoir les adresser à la fin lors de la période de questions. Je sais que je l'ai déjà mentionné, je vous invite à ouvrir votre caméra si c'est quelque chose de possible. C'est toujours agréable de pouvoir voir qui fait partie du groupe de ce matin. C'est plus dynamique. En contrepartie, on vous inviterait, dans le fond, à garder votre micro fermé pour éviter le retour de son, bien entendre. Si vous êtes invité à prendre parole plus tard à la période des questions, vous pourrez l'ouvrir assurément. Dans le fond, vous voyez là à l'écran, dans le fond, il y a une présentation qui va visuelle aussi, là, qui va accompagner le webinaire de ce matin. Le PDF de la présentation va vous être envoyé, acheminé par courriel au cours de la prochaine semaine. Puis ça va être aussi possible d'écouter ou de réécouter, dans le fond, là, le webinaire de ce matin. Donc, c'est là que je m'arrête et que je passe le micro à celui que vous voulez entendre, à Richard. Merci, Richard, d'être là. Merci beaucoup, Joanie. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. C'est vraiment apprécié que vous soyez là en grand nombre. Impressionnant de vous voir. Merci à Evol de permettre à l'Ordre des CPA là, de vous procurer cette conférence-là qui s'inscrit dans le cadre des 20 minutes CPA, les nombreuses conférences. Donc, moi, ça fait tout près de 10 ans maintenant que je fais ces conférences-là avec l'Ordre des CPA. Je suis fellow CPA, mais je suis aussi spécialiste là, en gouvernance, en stratégie organisationnelle et donc bien au-delà de la comptabilité financière, de l'audit ou de la fiscalité que la majorité d'entre vous connaissez du rôle du CPA. Mais un CPA, ça va beaucoup plus loin que ça. OK? Donc, je vais être avec vous. Je donne plusieurs conférences dans le cadre des 20 minutes CPA. Et la raison pourquoi je suis avec vous aujourd'hui, bien, c'est parce que on va vivre quelque chose. Je vous dirais même qu'on est déjà en processus de le vivre. OK? On va vivre quelque chose d'unique, de quelque chose qui va nous frapper de plein fouet.
Est-ce qu'on peut appeler ça un tsunami? Je ne sais pas trop. Mais ça va frapper fort. D'accord? Donc, l'économie canadienne va être frappée de plein fouet là, dans les prochains mois, voire même, je vous dirais, les 18 à 24 prochains mois. OK? Mais le processus est déjà enclenché. Je pense que la présentation de M. Legault, le point de vue, la mise à jour économique qu'il a fait cette semaine est un très gros indicateur. Et aussi le message que notre premier ministre canadien envoie, M. Carney, depuis qu'il est en poste, là, que le Canada doit revoir toute sa stratégie économique et ne plus être dépendant des Américains. Ben, ça va faire en sorte que l'économie canadienne va être bouleversée. Donc, c'est pour ça que le titre de la conférence d'aujourd'hui, c'est de revoir son plan de match en 20 minutes et de comment gérer sainement les risques de votre organisation. Et ici, je fais référence à des organisations privées, des OSBL, des organisations gouvernementales, des organisations publiques. Bref, ce qu'on va vivre dans les prochains mois va affecter tout le monde. Tout le monde sera affecté et on n'aura pas le choix que de revoir nos plans de match respectifs et tout ça. Dans quel état est votre organisation actuellement? Je pense que là, actuellement, il faut faire le point. Et chacune des organisations, ça peut être différent. OK? Je vous donne un exemple très concret. Moi, j'ai un client dont 87% de son chiffre d'affaires est aux États-Unis. Il est directement impacté par les tarifs. Le pauvre monsieur, j'essaie de l'encourager, mais il est dans un état, pas de dépression, mais il est pas mal découragé actuellement. Parce qu'il voit son entreprise, qui a à peu près 42 ans d'existence, il la voit fondre comme neige au soleil actuellement. OK? Il ne trouve pas ça drôle. J'essaie de l'encourager du mieux que je peux, mais il faut vraiment qu'il diversifie ses opérations puis qu'il pense à faire les choses autrement puis d'avoir d'autres marchés que le marché américain. Mais ce n'est pas un cas unique, là. Il y a beaucoup de gens qui sont impactés par ça, là. OK? Je pense entre autres aussi, j'ai eu la chance de discuter avec des gens de l'industrie touristique actuellement qui vendent beaucoup de forfaits aux États-Unis. Ben, il y a une chute drastique des ventes de voyages vers les États-Unis, là, hein. C'est quelque chose comme 64% de baisse de voyages aux États-Unis. Donc, c'est une industrie qui est durement frappée. OK? Vers les États-Unis. Alors, dans quel état est votre organisation actuellement? Est-ce que vous avez des maux de tête? Est-ce que votre organisation est chambranlante? Ou au contraire, parce que moi, je dis toujours dans la vie, lorsqu'il y a des problèmes, il y a des opportunités. C'est juste qu'on ne les voit pas parce qu'on a tendance à focuser sur les problèmes. Mais dans la vie, il y a toujours des opportunités lorsqu'il y a des problèmes. OK? Donc, il faut juste les voir. Alors, je m'excuse pour ce qui vient d'apparaître à l'écran. Donc, il y a toujours des opportunités et à l'inverse, il y a peut-être des organisations qui sont favorisées par ce qui se passe actuellement. Donc, où est votre organisation? Bref, il faut faire le point, puis il faut voir les bons et les mauvais côtés de où vous vous situez actuellement. Les gros défis économiques qu'on va vivre dans les prochains mois et qui sont déjà commencés, ben, il y a l'impact des tarifs aux États-Unis. N'oubliez pas que M. Trump en a encore pour au moins 3 ans comme président aux États-Unis. Donc, il y a des impacts majeurs et on sait que c'est un président qui change constamment d'idées et qui fait beaucoup d'improvisation. Donc, l'improvisation fait partie de son ADN. Alors, c'est très difficile de transiger avec ce monsieur. Le dollar canadien, bien, je n'ai pas besoin de vous le dire. Pour ceux d'entre vous qui transigez à l'étranger ou encore qui sont impactés avec le dollar, ça fait mal actuellement. On a beau dire on ne va pas aux États-Unis en vacances, mais on transige peut-être d'un point de vue business, on transige peut-être en dollars américains et actuellement, le dollar canadien, ils font comme neige au soleil. Et pas juste avec les Américains, mais avec l'euro aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé le coût d'un voyage en Europe actuellement, si vous convertissez ça en euros.
ça va vous coûter la totale. OK? Donc, notre dollar là, a un impact majeur sur les organisations actuellement. Et le troisième élément important, ben, c'est qu'on rentre dans une crise économique qui va être assez importante. Moi, j'ai deux organisations actuellement avec lesquelles je travaille de très près qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser il y en a une qui est à 36 puis l'autre à 39 là. Donc, c'est majeur comme chute et tout ça est un reflet de l'économie, là. OK? Donc, moi, je ne connais pas vos organisations respectives, mais soyez alerte, là. Essayez de voir où c'est que vous vous faites frapper d'aplomb actuellement, là. OK? Faites une évaluation de la situation, faites un diagnostic. C'est le temps de revoir toutes vos stratégies. C'est quoi l'état du bateau actuellement? Par où l'eau entre, OK, dans le bateau? Et il faut colmater les brèches, là. C'est super important. Et colmater les brèches ne veut pas dire que de refaire de la colmater de la même façon qu'elle l'était avant. Il faut peut-être trouver une nouvelle façon de colmater la brèche. OK? Composer avec certaines nouvelles règles et des éléments intangibles. Il y a peut-être des nouvelles règles. Bon, dans différents domaines, je sais que notre gouvernement provincial au pouvoir actuellement passe beaucoup de nouvelles lois, là. OK? Ils ont l'air très, très forts sur la mise en place de nouvelles lois. Donc, et ces nouvelles lois-là ont des impacts sur les organisations. Est-ce que certains d'entre vous qui sont présents ici aujourd'hui sont impactés par toutes ces nouvelles lois-là qui vous touchent? OK? Donc, ça aussi, c'est important. Être à l'affût du marché et de ce qui se passe. Comment réagit votre marché, votre clientèle? Comment elle réagit par rapport à l'économie? Est-ce qu'elle est restreinte? Est-ce qu'elle se lance? Mais comme je le répète tantôt, dans toute crise ou dans tout événement négatif qu'on perçoit comme négatif, il y a des opportunités. Donc, c'est à vous de les voir. Revoyez votre stratégie d'affaires et votre plan stratégique. Pour ceux d'entre vous qui ont un plan stratégique, moi, je vous invite à revoir surtout votre analyse force, faiblesse, menace, opportunité. OK? Et à revoir votre analyse du marché parce qu'elle va changer, là, ou si elle n'a pas déjà été. OK? Et ce qui est prévu, une crise économique, si on regarde les dernières crises économiques, la dernière, c'est 2008, et avant ça, ça remonte à une quinzaine d'années avant ça, je crois que c'était 97 ou 98. Donc, ça dure à peu près 12 mois. OK? Celle-ci qu'on va vivre, elle est prévue durer 2 ans, là. Pourquoi? Parce que le Canada au complet va se réorganiser. OK? Et afin de diminuer notre dépendance envers les Américains. Donc, ça va faire en sorte que la crise économique va être plus longue que les anciennes crises. Donc, c'est quoi l'impact chez vous d'avoir une crise économique qui s'allonge, là, qui va durer peut-être 2 ans, 18 mois, 2 ans, là? OK? Moi, je vous invite à revoir carrément votre plan stratégique. C'est super important. Et peut-être de changer certaines choses, là. Il y a peut-être des objectifs que vous vous êtes donnés dans votre planification stratégique qui maintenant vont devoir être revus. OK? Établir vos priorités à court terme, à long terme. Bon, vous êtes, pour la plupart d'entre vous, vous êtes soit des OSBL, je regarde là à l'écran les noms et tout ça, soit des OSBL, soit des organismes gouvernementaux, soit encore des petites PME. Ben, je vous invite à revoir vos priorités. C'est quoi vos priorités court terme, moyen terme, puis long terme? C'est pas compliqué. Faites-vous 3 colonnes dans un fichier Excel ou un fichier Word, 3 colonnes, puis essayez de revoir ça va être quoi vos priorités, là. Donc, court terme, c'est 6 mois à 1 an. Moyen terme, c'est 2 ans, 3 ans. Puis long terme, c'est peut-être 5 ans, là. Essayez de revoir comment vont être vos priorités. Gardez toujours en tête que M. Trump est là encore pour au moins 3 ans. OK? Même s'il y a des élections mi-mandat, même s'il perd les élections mi-mandat, il est encore là pour au moins 3 ans. Et là, je ne veux pas être prophète de malheur, mais si vous écoutez certains journalistes, certains réseaux neutres américains et non pas partie prenante, parce qu'il y a des réseaux qui sont partie prenante aux États-Unis. Euh, il y a des gens qui pensent que M. Trump va être encore là à la fin de son mandat, parce qu'il y aurait des éléments dans la Constitution américaine
qu'il pourrait utiliser à son avantage et qui pourrait volontairement provoquer une crise qui ferait en sorte qu'en temps de crise aux États-Unis, on a le droit de ne pas tenir d'élection. Donc, il pourrait utiliser cette clause-là, OK, pour rester au pouvoir. Donc, si tel était le cas, ben, il y a deux choses. Quelle sera la crise qu'il va provoquer pour rester au pouvoir et est-ce que cette crise aura des impacts sur vous? Et s'il reste au pouvoir, ça veut dire que notre crise économique risque de se prolonger davantage, plus longtemps. Donc, vous, comme organisation, ce sera quoi les impacts? Est-ce que vous prévoyez ce genre de scénario-là avec votre organisation? Si vous avez des ventes aux États-Unis et tout ça, est-ce que les Américains vont continuer d'acheter vos produits et vos services? Ou encore, si vous importez des choses des Américains, est-ce qu'il y aurait des tarifs dessus? Est-ce que ça va vous coûter beaucoup plus cher? Ce qui fait en sorte que lorsque vous allez vendre vos produits, votre coût de base ne sera plus le même. Regroupez vos collaborateurs. Je prends pour acquis que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que quelque part, vous avez un certain rôle de leadership à exercer dans vos organisations respectives. Et en temps de crise, il faut que le leader soit fort. Il faut qu'il soit en contrôle. Ou encore, il faut que ça soit perçu comme vous avez le contrôle. OK? À tout le moins perçu. Pourquoi? Parce que si vos collaborateurs perçoivent que vous n'êtes pas en contrôle, bien, ils risquent de quitter le navire. Et ça va être difficile pour vous. Je sais déjà que la crise est difficile pour vous à la tête de vos organisations, mais essayez à tout le moins d'envoyer un message de perception que vous êtes en contrôle. Et ça, pour moi, c'est exercer un très, très gros leadership. Vous allez devoir maintenir à bord vos collaborateurs. Ne pas les perdre. OK? Vous allez devoir naviguer dans le changement. Êtes-vous capable, comme leader, de continuer à exercer votre leadership d'influence? Même si ça va mal, vous devez être le capitaine du navire. Vous devez montrer que vous savez piloter dans la tempête. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vos marins vont vous quitter, vont tomber par-dessus bord. Ou ils vont essayer de se sauver avec les bateaux de secours. Donc, faites attention, soyez attentifs à ça. OK? Revoir votre plan de match, faites le diagnostic de votre organisation, faites surtout un élément de gestion des risques, qui est le principal élément de la présentation d'aujourd'hui. Revoyez votre stratégie et sachez gérer le changement en étant un bon leader d'influence. Et là, ça vient de bloquer mon écran. OK. Votre diagnostic, faire l'état de la situation. Évaluer les impacts, ça veut dire comprendre premièrement ce qui se passe à l'externe. Donc, à l'extérieur de votre organisation. Le dollar canadien, l'impact sur le marché, la concurrence, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les tarifs US viennent vous impacter? Le dollar canadien, sur vos intrants ou encore sur vos extrants? La récession, est-ce qu'elle va vous impacter? Le taux de chômage? Vous savez qu'au Québec, actuellement, nous avons le plus bas taux de chômage au Canada. OK? Donc, est-ce que ça va continuer? On verra, mais on a le plus bas taux de chômage au Canada. Disponibilité de la main-d'œuvre, la démographie. Est-ce que vous êtes bien au courant de la démographie québécoise? Et quel est l'impact de la démographie québécoise par rapport à votre produit ou le service que vous offrez? Là, je ne sais pas si vous êtes tous conscients parce que je vous regarde à l'écran, vous êtes pas mal plus jeunes que moi, pour ceux que leur écran est ouvert. OK? Mais sachez qu'au Québec, nous sommes le seul endroit actuellement où les 50 ans et plus sont majoritaires. Il n'y a aucun autre endroit sur la planète. Le Japon l'a déjà été, mais ils ne le sont plus, mais les 50 ans et plus sont majoritaires. Correct? Et après ça, dans la démographie québécoise, ce qui n'est pas canadien, mais québécois, typiquement québécois, on n'a pas fait d'enfants pendant 15 à 18 ans. On a un trou dans la démographie au Québec.
un bloc de 15 à 18 ans, là, où on n'a pas eu d'enfant. Moi, je dis toujours à la blague, moi, j'ai eu 1 000 $ pour créer mon premier enfant, 3 000 pour le deuxième et 7 000 pour le troisième. OK? Le gouvernement nous donnait un chèque pour faire des enfants, non imposable à part ça. OK? Donc, je me plais à dire, moi, on m'a payé pour avoir du plaisir. Donc, c'est quand même intéressant, là. Mais on n'est plus dans ce temps-là. La démographie, comment la démographie québécoise affecte la vente de vos produits et services? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Puis si vous pensez que ceux qui sont dans le domaine de la santé, qu'on va régler nos problèmes avec la santé dans les 10 prochaines années, oubliez ça. On a frappé le mur, on va continuer à être dans le mur pour encore 20 ans. OK? Parce que les vieux, hey, je m'inclus là-dedans, on vit plus vieux. OK? Donc, au lieu de mourir à 70 ans, ben, on meurt à 85 ans maintenant. OK? Donc, ça fait en sorte que les vieux vont consommer de plus en plus de produits de santé. Et au niveau consommation, ça va être différent. La conséquence de tout ça, c'est qu'au Québec, malgré tout ce que les médias disent, ben, on va vivre une immigration plus importante. OK? Même il y a des gouvernements qui essaient de mettre des limites à tout ça, ben, on n'aura pas le choix que d'accepter une immigration plus importante parce que sinon, nos systèmes ne seront plus en balance. OK? Il va manquer de monde, il n'y aura pas assez de monde pour payer des impôts pour les vieux. OK? Donc, on n'aura pas le choix que d'accepter les plus hauts niveaux d'immigration. La question que j'ai pour vous, puis je ne connais pas vos organisations, est-ce que le Québec, est-ce que le Canada a les infrastructures et l'organisation nécessaire pour accepter de plus en plus d'immigrants? Puis la réponse, c'est non. Alors, quel sera l'impact? Je n'ai pas de boule de cristal, je ne le sais pas. Je sais une chose, c'est que l'immigration va prendre de plus en plus de place. Quel sera cet impact-là sur vos organisations? Vous devez y penser. Pas attendre que ça arrive, on est dedans. Quel sera l'impact? Si vous travaillez en agriculture actuellement, on le voit, il y a des impacts majeurs dans l'agriculture sur l'immigration. OK? Donc, je vous invite à réfléchir à ça. La réglementation, les changements dans la réglementation, c'est externe à votre organisation. Quels sont-ils? Quels sont ceux qui impactent votre organisation? Ça aussi, vous devez le faire. Ensuite, on va regarder, pourquoi ça ne change plus, les impacts à l'interne. Donc, on vient de voir les impacts à l'externe, maintenant à l'interne. OK? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce qu'il y a vos produits et services se vendent encore comme avant ou vous voyez une diminution ou vous voyez encore là, que les prochains mois vont être difficiles puis il va y avoir une baisse? Ou à l'inverse, au contraire, ça va vous favoriser cette crise-là. Parce qu'il y a des organisations qui seront favorisées. Quels sont vos différents types de sources de revenus? Source de revenus, ici, je ne veux pas dire tous les produits ou services que vous vendez, ce n'est pas ça que je veux dire. Quelle est la façon dont l'argent entre dans votre organisation? Est-ce que c'est des subventions? Est-ce que c'est des crédits en recherche et développement? Est-ce que c'est des ventes de produits quelconques? De combien de façons l'argent entre? Ici, un exemple très, très concret. Si je vous dis avant la COVID, un restaurant typique, prenez n'importe quel restaurant, avant la COVID, combien de sources de revenus ils avaient en général, les restaurants? De façon générale, si je fais une moyenne. Ils avaient probablement une seule source de revenus, c'était la salle à manger. D'accord? Donc, une seule source de revenus. 5 ans plus tard, est-ce que les restaurants ont encore une seule source de revenus? Non, non. Ils sont rendus avec Uber Eats puis tout, là. Ils sont rendus avec la salle à manger, les livraisons au comptoir, ils vendent des produits dans les épiceries locaux, Uber Eats, toutes les. Hey, ils sont rendus avec 4-5 sources de revenus différentes maintenant, les La restaurants. livraison à la Voyez-vous? maison Et c'est aussi. ça que. Oui, à la maison, exactement. Donc, il faut que vous voyez c'est quoi les impacts sur vos catégories de sources de revenus. OK?
Donc, est-ce que vous avez une bonne compréhension de ça et est-ce que vous pouvez changer votre modèle d'affaires? Les restaurants, ils l'ont changé, leur modèle d'affaires. Ils n'ont pas eu le choix, ils étaient acculés au pied du mur. Mais là, on est en crise économique. Alors, comment vous allez changer votre modèle d'affaires? Et puis ça, c'est important de faire cette réflexion-là. Les besoins de vos clients, est-ce qu'ils ont changé ou est-ce qu'ils vont changer? OK? Donc, ça aussi, de faire une bonne analyse de ça. La clientèle, l'achalandage, est-ce qu'il y a autant de gens qui viennent chez vous? OK? Moi, je peux déjà vous dire que dans le monde des cinémas, il y a une baisse importante de l'achalandage dans les cinémas actuellement. OK? Et tout ça, c'est relié directement à la crise économique. N'oubliez pas, je tiens à le préciser, parce que je ne l'ai pas mentionné tantôt, les prévisions qui ont été avancées par le gouvernement canadien, le Conference Board du Canada, c'est qu'au Canada, il y aura une perte de 1,2 million d'emplois. Là. C'est énorme! Vous vous rendez compte qu'il y a 1,2 million de personnes qui vont perdre leur emploi au Canada. Là. Ça, c'est les prévisions. Au Québec, c'est 180 000. C'est beaucoup de monde qui n'aura plus d'emploi. Là. Le processus est déjà commencé. Fait que comment ça va affecter vos organisations, ça? C'est très important. Et ici, j'inclus des OSBL. Là. Parce que s'il y a des OSBL qui sont en mode perception, collecte de fonds et tout ça, ça veut dire qu'il va y avoir moins d'argent disponible. Là. Okay? Donc, faites attention à ça. Les gouvernements sont en mode coupure importante, pas des petites coupures, là, que ce soit fédérales ou provinciales. On est en mode coupure de dépenses solides. Des créances, est-ce que vous avez des mauvaises créances? Est-ce que votre taux de mauvaise créance a augmenté? Oui, non. Faites attention parce que moi, ce que je pense, que je prévois, puis ça, c'est basé sur mon expérience, moi, je pense que les taux de mauvaise créance risquent d'augmenter avec tout ce qui se passe. Habituellement, quand on est en crise économique, les mauvaises créances augmentent. Donc, le message que je vous envoie, allez collecter vos comptes à recevoir, ça presse. Ça presse parce que si vous en avez trop, ça risque de faire mal. OK? Vos fournisseurs, c'est la même chose. Est-ce que vous avez déterminé quels sont vos fournisseurs clés? Quels sont vos fournisseurs stratégiques? Quels sont les fournisseurs avec qui vous avez un lien de dépendance? La raison est très simple. Vous devez gérer vos risques avec vos fournisseurs. Moi, j'ai 2 clients ici actuellement que je desserre qui ont 2 fournisseurs stratégiques qui ont fait faillite. Ils ont déjà déclaré faillite. Ça veut dire que mon client est dans le trouble. Il n'y a plus de fournisseurs. OK? Donc, vous, est-ce que vous avez fait cet exercice-là avec vos fournisseurs clés? Là? Pas tous les fournisseurs, mais vos fournisseurs dits stratégiques là, que vous ne pouvez pas vous passer. Là. Ceux qui sont les plus importants pour vous. Parce que ça se peut qu'il y en a qui soient dans le trouble. Puis s'ils ne sont pas déjà dans le trouble, c'est quoi leur situation financière? Et essayez de voir c'est quoi les impacts de la crise économique sur eux. Parce que vous allez avoir des surprises. OK? Il y a un autre volet qui se produit. Au-delà de mon titre de CPA, moi, j'ai une maîtrise en approvisionnement. OK? Et je travaille beaucoup avec des départements d'approvisionnement au Canada. Actuellement, il se produit un phénomène qu'on n'a jamais vu venir et que jamais je n'aurais pensé qu'il arriverait. Habituellement, c'est le client qui choisit son fournisseur. OK? Il se produit un phénomène dans le marché actuellement, et c'est mondial, c'est pas québécois, c'est mondial. Il y a beaucoup d'industries que c'est le fournisseur qui choisit ses clients maintenant. OK? Ce n'est plus le client qui choisit le fournisseur. Il y a des fournisseurs qui ne veulent tout simplement plus faire affaire avec certains clients. Donc, ils vous appellent ou ils vous envoient une lettre gentille, disent regardez, je ne suis plus capable de vous servir, trouvez-vous un autre fournisseur. Alors, si c'est un fournisseur stratégique pour vous, ben, vous risquez d'être dans le trou. J'en ai un ici, à Laval, qui fait affaire avec moi, qui fait affaire avec le même fournisseur, tenez-vous bien, depuis 62 ans. Depuis 62 ans. OK? Le fournisseur est en Espagne. Ce fournisseur-là n'a qu'un seul compétiteur sur la planète. OK? L'entreprise en Espagne vient d'être vendue.
mon client achète pour 8 millions de dollars par année de ce fournisseur-là. Vous pensez peut-être qu'avec des achats de 8 millions, vous êtes big, vous êtes gros, mais le fournisseur en Espagne vient de les flusher. Permettez-moi l'expression, flusher. Il vient de les appeler pour leur dire on ne vous dessert plus, vous êtes trop petits pour nous autres. Vous êtes trop petits. Ils achètent pour 8 millions par année. OK? Donc, ils sont obligés de se retourner vers l'autre fournisseur, qui est au Brésil en passant. Comment vous pensez qu'a été la réaction de l'autre fournisseur? Ça fait 62 ans qu'ils sont avec l'autre. Ben, il va booster les prix. Il a demandé 3 fois le prix. 3 fois le prix. Qui a le gros bout du bâton? Alors, ce que je veux vous dire ici, c'est que cette réaction en chaîne-là vient de provoquer un tsunami sur le modèle d'affaires de mon client à Laval. Il est complètement obligé de changer son modèle d'affaires. Mais ça, ils ne l'ont jamais vu venir. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais fait de gestion des risques. Si vous ne faites pas de gestion des risques dans vos organisations, vous allez être dans le trouble. OK? Et les fournisseurs en font partie. Vos ressources humaines, dans quel état ils sont? Quel est l'état de vos ressources humaines? Sont-ils mobilisés ou découragés ou ils ont le goût de quitter le navire? Ou... C'est quoi l'état des ressources humaines actuellement dans votre organisation? Votre capacité de production, de distribution, est-ce qu'elle est affectée? Est-ce qu'il y a des impacts? OK? Moi, je peux vous dire, là, OK? Ce qui se passe, qu'on voit dans les médias avec les camionneurs, là, les camionneurs qui Inc., là, OK? Qu'on entend parler, les camionneurs Inc., là, ça a des impacts majeurs sur le coût de livraison et de distribution actuellement. OK? Vraiment majeur. Fait que vous, votre organisation, est-ce qu'elle est impactée par ça? Fait que ça aussi, c'est important de le prendre en compte puis de voir comment votre organisation va être affectée. Évaluer l'état de vos finances. Donc, on a regardé ce qui se passe à l'externe, on a regardé ce qui se passe à l'interne. Maintenant, c'est quoi l'état de vos finances? Êtes-vous en bonne santé financière? Êtes-vous capable de faire face à la crise économique? Ou au contraire, vous allez avoir besoin d'aide? Bien, il va falloir que vous réfléchissiez à ça. Parce qu'il va falloir que vous preniez les moyens nécessaires pour soit aller chercher des subventions, soit des prêts, soit des partenaires, soit fusionner avec un autre ou une autre organisation, je ne sais pas, mais là, c'est super important que vous ayez le bilan de santé financière de votre organisation. Parce que si vous ne faites pas ça actuellement, là, vous risquez de frapper un mur solide. Puis quand vous allez frapper le mur, il va être trop tard. Il vaut mieux le prévoir tout de suite. OK? C'est quoi l'état de vos liquidités? Y a-t-il de l'argent dans le compte de banque ou au contraire, vous êtes serré? OK? Je vous donne une statistique qui est quand même sortie, qui a été faite par l'Ordre des CPA en passant. J'ai obtenu ça de l'Ordre des CPA. Valérie, tu es peut-être au courant. Il y a une étude qui a été publiée par les CPA qui révèle que quelle est la première tâche qu'un CPA fait le lundi matin quand il arrive au travail dans une PME québécoise. Quelle est la première tâche qu'il fait quand il arrive le lundi matin? 61% des CPA ont répondu on regarde, et là, vous allez tomber en bas de votre chaise, on regarde s'il y a assez d'argent dans le compte de banque pour la paye du jeudi. Et le lundi et mardi, la majorité des énergies des CPA sont consacrées à trouver l'argent nécessaire pour la paye du jeudi. C'est pas drôle, je vous le dis, c'est pas drôle. C'est une statistique, je pense, qu'on ne s'attendait pas, mais c'est une surprise totale. Je pense que le ministère de l'Économie a mis la main sur cette étude-là. C'est assez majeur comme impact. Vous, êtes-vous dans ce cas-là? Est-ce que votre organisation est dans ce cas-là? Qu'à chaque lundi matin, il faut que vous regardiez le compte de banque puis trouver des moyens pour avoir assez d'argent pour la paye du jeudi. OK? Vos ratios de liquidité, dans quel état ils sont? Si pour ceux d'entre vous qui ont des prêts avec les banques, les créanciers ou les investisseurs, est-ce que vous respectez vos clauses avec les prêteurs? Souvent, pas souvent, tout le temps,
Les prêteurs, lorsqu'ils vous prennent de l'argent, ça vient avec des clauses. Exemple, ton ratio de liquidité doit toujours être en dessous de X ou supérieur à Y. Il y a des ratios à respecter. Est-ce que vous les respectez ou si vous ne les respectez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous les respectez parce que le risque que vous courez, c'est que votre créancier rappelle le prêt. Et là, vous n'aurez pas l'argent pour rembourser. Alors, dans quel état sont vos liquidités, votre niveau d'endettement? Les comptes à recevoir, je vous en ai parlé, les mauvaises créances, votre structure de coûts, coûts fixes, coûts variables. Hein? Est-ce que vous les connaissez par cœur? Beaucoup fixes, coûts variables, beaucoup directs, beaucoup indirects. Maîtrisez-vous bien ça? Vous devriez au moins savoir les plus gros. Les plus gros, vous devriez les connaître par cœur dans votre organisation. C'est quoi vos plus grosses dépenses? OK? Et l'ampleur aussi. Connaissance des rentrées et des sorties de fonds, je vous en ai parlé. Donc, par défaut, mes sorties de fonds, c'est mes dépenses, alors que mes rentrées, c'est mes différentes sources de revenus. Êtes-vous capable de me dire ça? Par exemple, si je vous dis, je reviens à mon exemple de restaurant tantôt, si je vous dis que j'ai un restaurant, je fais 2 millions de chiffre d'affaires, êtes-vous capable de me dire 25 vient de la salle à manger, 10 vient du comptoir, 15 vient de Uber Eats? Êtes-vous capable de me dire ça? Bien, si vous êtes entrepreneur, si vous voulez être une leader d'influence, vous devez le savoir par cœur. Vous devez savoir ces chiffres-là par cœur. X% de ma business provient de telle source de revenus. Y% de ma business vient de telle autre source de revenus. Ça, là, c'est comme ça. Vous devez savoir ça par cœur. OK? Vos subventions, est-ce qu'il y a des subventions qui sont disponibles pour vous autres, pour vous aider, tout ça? Je sais que le gouvernement fédéral a mis en place, là, avec Mme Joly, notre ministre de l'Économie nationale. Il y a beaucoup de programmes de subventions. Je pense que le gouvernement du Québec fait pareil. Alors, informez-vous sur les différents programmes de subventions qui vont exister. Et à partir de ça, on vient de faire 3 analyses, internes, externes et les finances. C'est quoi vos constats? Qu'est-ce que vous constatez? À partir de là, ça va être quoi vos défis, vos priorités, vos nouveaux objectifs que vous allez vous donner et quels seront les risques dans ce processus-là. Ça va pour ça? Oui. On continue. On s'en va dans la deuxième, la notion des gestion des risques, un deuxième bloc. Donc, la gestion des risques, il y a 20 ans, il y a 25 ans, ce n'était pas important de faire ça dans les organisations. Aujourd'hui, on ne peut plus être à la tête d'une organisation, je le précise, même si c'est un OSBL, même si c'est une organisation gouvernementale, on ne peut plus gérer une organisation sans penser aux risques. OK? Donc, la gestion des risques, c'est omniprésent maintenant quand vous faites du management, quand vous faites de la gestion. Ça sert à définir, évaluer et hiérarchiser les risques relatifs à une organisation. Est-ce qu'on peut identifier tous les risques? La réponse, c'est non. Il faut juste essayer d'identifier les principaux. Je pense qu'il n'y a pas personne qui avait vu venir la COVID. Là. OK? Si je vous lance la question, aujourd'hui, 5 ans plus tard, est-ce qu'on va revivre une autre pandémie un jour? Ça se peut, il y a des bonnes chances. Oui, il y a des bonnes chances. Donc, préparez-vous en conséquence. Soyez prêts. Arrivez pas à la prochaine pandémie et dites ah, je ne me suis pas préparé. Non, préparez-vous. Faites de la gestion des risques. C'est important. OK? C'est la mise en place de stratégies pour atténuer les risques Il y quotidiens. a, Oui, excuse, je ne vais pas te couper la parole, mais il y a des entrepreneurs maintenant qui me demandent dans les contrats de mettre une clause en cas de force majeure à cause de la COVID maintenant. exact. C'est Ouais. maintenant. D'ailleurs, en approvisionnement, on l'exige maintenant. On l'exige. C'est obligatoire. C'est ça. Donc, la mise en place de stratégies pour atténuer les risques quotidiens ou exceptionnels dans les activités de l'entreprise afin de réduire la vulnérabilité de l'organisation et d'assurer la continuité des affaires. Donc ici, je vous ai parlé beaucoup de la COVID, là, mais je veux juste vous ramener à la catastrophe, la malheureuse catastrophe du lac Mégantic. OK? La ville de Mégantic a été séparée en deux pendant plusieurs mois. Et d'un côté de la ville, il y avait 3 ou 4 grandes organisations qui étaient totalement dépendantes du chemin de fer. Ils recevaient leurs produits, leurs intrants par le chemin de fer
et leurs extraits sortaient par le chemin de fer. Ils n'ont pas eu, là, pendant des mois, voire même 1 an ou 2 ans. On fait quoi comme entreprise si ça arrive? Donc, la gestion des risques, c'est d'essayer de prévoir tous ces éléments-là. Je vais plus loin que ça. Le personnel ne pouvait pas se rendre. Il fallait qu'il fasse un détour. Le détour, c'était 45 km, je crois, pour aller travailler. Donc, il faut tout prévoir ces risques-là, OK? Et aujourd'hui, en 2025, on est obligé, ça fait partie de nos responsabilités comme leader, d'identifier les principaux risques de notre organisation. Là, je vais partager avec vous ce que je vis depuis 20 ans comme consultant avec des entreprises. Il y a à peu près une entreprise sur 4 qui fait cet exercice-là. C'est malheureux, mais il y en a juste une sur 4. Dans le 1 sur 4 qui fait ça, il y en a une sur 10 qui fait le plan d'atténuation. Donc, il y en a une sur 4 qui identifie les risques, mais ça s'arrête là. Ils font juste l'identifier. Youhou! Il faut faire plus que ça. Il faut l'identifier, puis il faut savoir qu'est-ce qu'on fait si ça arrive. Ça prend un plan d'atténuation. Si vous n'avez pas de plan d'atténuation, ça ne donne rien d'identifier les risques. Il faut faire un plan d'atténuation des risques. Qu'est-ce qu'on fait si ce risque-là se matérialise? Troisième chose que je ne vois pas, presque pas, je descends encore mon pourcentage. 1 sur 4 qui le fait. 1 sur 10 qui a le plan d'atténuation. Troisième étape, c'est 1 sur 50 qui le pratique, le plan d'atténuation. Ça donne quoi de faire un plan d'atténuation puis de le mettre dans la filière 13, puis lorsque le risque arrive, il n'y a pas un employé qui est au courant. Puis tout le monde se pose la question. On fait quoi, là? Ça vient d'arriver? Ben oui, mais attends, on va aller voir dans la filière 13, là. On va regarder qu'est-ce qu'on a écrit il y a 3 ans, là. Non, ça ne marche pas de même. Un plan d'atténuation, ça doit être pratiqué au moins une fois par année, sinon 2 fois par année. Donc, je vous ai mis à l'écran les principaux risques qu'une organisation peut faire face en 2025. Ce n'est pas unique. Moi, je vous dirais qu'actuellement, là, le plus important, c'est la cybersécurité. OK? Moi, je lis beaucoup le journal Les Affaires. Je ne sais pas si vous autres, vous lisez ça. Le journal Les Affaires, d'ailleurs, je pense qu'Eva, votre ancienne présidente, c'est l'ancienne éditorialiste en chef du journal Les Affaires. Si je ne me trompe pas, Joanie, c'est bien ça? Absolument, Géraldine Martin aux Donc, affaires. le journal Les Affaires publie souvent des résultats d'études ou de sondages. OK? Et moi, j'aime ça lire ça. Et ils ont publié en 2024 une étude qui a été faite par la GRC. Et la GRC a fait cette étude-là à travers le Canada et parmi des entreprises privées, des PME, des grandes entreprises, des OSBL, des organismes gouvernementaux. Ils ont fait ça parmi tout type, toute forme d'organisation. Ils en ont fait, je crois, c'est tout près de 5000, au-delà de 5000 échantillonnages. Et là, j'espère que vous êtes bien assis, là. Excusez-moi, c'est 48% de toute forme d'organisation au Canada en 2023 et 2024 a été la cible d'une cyberattaque. Donc, c'est 1 sur 2. OK? Tenez-vous bien pour la prochaine stats. De ces 48%-là, 72% ont accepté de payer la rançon parce que ça coûtait moins cher payer la rançon que de recommencer à zéro. Le bug que conclut l'étude, c'est que si vous décidez de payer la rançon, il faut quasiment que simultanément avec votre transfert électronique, vous ayez le plan B qui embarque, puis votre nouveau système qui embarque quasiment instantanément en même temps parce qu'ils reviennent à la charge. OK? Donc, ça prend votre plan B qui embarque en même temps. En même temps que vous faites le transfert d'argent. OK? Fait que gardez ça en tête, c'est probablement le plus grand risque que toute forme d'organisation court. Et ici, je le précise, même si vous êtes très, très petit.
c'est le plus gros risque que les organisations encourent actuellement. Est-ce que vous êtes prête à faire face à ça dans votre organisation? Et là, vous avez tous les autres risques qui sont là. Et une fois que vous avez fait cet exercice-là, OK, vous mettez ça dans la matrice des risques. OK? La matrice des risques, c'est une matrice qu'on utilise pour décider du plan d'atténuation en fonction du niveau de probabilité que ça se matérialise versus l'impact, le niveau de gravité pour votre organisation. OK? Donc, vous avez la ligne horizontale là, qui est très improbable, improbable, probable et très probable versus le niveau de gravité. Et là, ce qu'on dit, c'est que tout ce qui est dans le rouge, vous devez obligatoirement avoir un plan d'atténuation. Ce qui est dans le orange, ça dépend. Il est suggéré d'avoir un plan d'atténuation. On vous le recommande, mais ce n'est pas une obligation. Alors que ce qui est dans le vert, ce serait le fun que vous ayez un plan d'atténuation, mais si vous n'en avez pas, vous êtes capable de vivre avec les conséquences. Ça marche? Donc, je vous invite fortement à utiliser cette matrice-là. Elle vous sera très, très utile. Et je vous le dis, là, ce qui est dans le rouge, c'est obligatoire. Vous devez avoir un plan d'atténuation et le pratiquer, avoir des contrats en place avec les fournisseurs. OK? On revoit sa stratégie d'affaires, donc revoir votre plan stratégique. Très important, votre mission, votre vision, est-ce qu'elle est affectée? Est-ce que ça change les choses? Votre proposition de valeur client, votre proposition de valeur employé et votre proposition de valeur investisseur. Donc, les 3 niveaux de proposition de valeur qui sont insérés maintenant dans un plan stratégique. OK, donc je vous invite à revoir, est-ce que c'est encore valide? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Quel sera l'impact des critères ESG sur votre organisation? Donc, les critères ESG, c'est comment votre organisation va contribuer à la protection de l'environnement. L'autre, c'est le S, c'est comment votre organisation va contribuer au développement de la société. Et le G, c'est quelles seront vos règles de gouvernance. Okay. Maintenant, dans un plan stratégique, les 3 propositions de valeur et les critères ESG, ce sont 2 nouvelles sections qui sont ajoutées maintenant dans les règles de l'art d'une planification stratégique. Okay? Ça n'existait pas avant ça. Donc, c'est nouveau. Votre SWOT, votre FFOM, donc vos forces, faiblesses, menaces, opportunités, revoyez ça. Puis ça, c'est un must. Vous devez obligatoirement faire ça. Revoir votre analyse du marché. La concurrence, y a-t-il des joueurs qui tombent? Est-ce qu'il y a des fusions potentielles dans l'air? Regardez les marchés, les fournisseurs, la force des clients selon les 5 forces de Porter, l'analyse Pestel, revoir vos facteurs clés de succès. Est-ce que c'est encore là? Vos avantages concurrentiels. Vos avantages concurrentiels, ce sont les facteurs qui déterminent pourquoi les clients vont chez vous. Qu'est-ce qui vous différencie de votre compétition? Est-ce qu'ils sont encore valides avec tout ce qui se passe, ces facteurs-là? Peut-être que ça va changer. OK? Votre expérience client, la chaîne de valeur, c'est important. Donc, toute la chaîne d'approvisionnement, est-ce qu'il y a des impacts dans la chaîne d'approvisionnement? La réponse, je vous le dis tout de suite, il y en a une tonne actuellement. Pour ceux d'entre vous qui ont des chaînes d'approvisionnement, là, ça n'a aucun bon sens, tous les impacts qu'il y a sur les marchés internationaux. OK? Tout le monde est frappé solide là-dedans dans la chaîne d'approvisionnement. OK? Les modèles d'affaires. Revoyez votre modèle d'affaires. Il est probablement désuet. Ou la crise économique va vous forcer à le changer, votre modèle d'affaires. Positivement ou négativement, ça peut aller des deux bords. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, il y a des opportunités. Okay? Donc, revoyez votre modèle d'affaires, ce qui est encore fonctionnel. Établir votre plan d'action, ça va être quoi vos principaux enjeux, vos défis, vos priorités? Un enjeu ici, je tiens à le préciser, c'est que suite à votre analyse et à vos constats, vous vous rendez compte que vous avez un enjeu. Un enjeu, c'est une problématique importante qu'une organisation fait face et qu'elle doit obligatoirement résoudre dans son plan d'action. C'est ça un enjeu. Un défi, ce n'est pas ça.
Un défi, c'est on a pris la décision, un exemple, on a pris la décision de changer de système informatique, puis de le mettre en place, puis ça, ouf, ça va être compliqué, ça va être un gros, gros défi. OK? C'est ça un défi. OK? Donc, c'est très différent d'un enjeu. Une menace versus un risque. La différence entre une menace et un risque, une menace, c'est quelque chose qui vous pend au-dessus de la tête, là. Ça va vous tomber dessus. La seule chose que vous ne savez pas, c'est l'heure et la date. Mais vous savez que c'est là, ça va vous tomber dessus. Un risque, c'est pas ça. Un risque, je suis dans une business, exemple, je suis dans le monde de l'alimentation. Je produis, tiens, je suis un compétiteur à Maple Leaf. Je produis des viandes. OK? Bien, ça se peut qu'un jour, il y a une contamination, puis je suis obligé de faire un rappel de tous mes produits. C'est un risque. Est-ce que j'ai un plan d'atténuation pour ça? Oui. Voici comment on procède si ça arrive. Ça, c'est un risque. On se part, tous les deux personnes, vous et moi, on se part une compagnie aérienne demain matin. On achète 20 appareils. Ah ouais, on vend des vols. Bien, ça se peut qu'un jour, il y a un de mes avions qui tombe. Est-ce que j'ai des bonnes assurances? OK? C'est un risque. Ça fait partie du métier. OK? Donc, c'est très différent d'une menace. Correct? Une menace, ça vous pend au-dessus de la tête, là, ça va arriver dans les prochains jours, là. OK? Prochaines semaines. C'est ça la grosse différence. C'est quoi vos Richard, faiblesses? Richard, Oui, je te ferai en guise de rappel, il est déjà 11h56. Ça va vite quand on est c'est ensemble, hein? bon. Dans le fond, Excellent. je vais voir avec toi si on a, pour le 4 minutes qui reste, si tu es en mesure, dans le fond, c'est ça qu'on parle à travers, dans le fond, la présentation. Puis, je vous informe, dans le fond, pour les autres, je sais qu'il y avait eu des questions dans le clavardage. J'avais déjà validé avec Richard, on pourra rester au terme là, à partir de midi pour répondre aux deux, trois questions là, que vous aviez partagées dans le clavardage. Puis à 11h05, pour midi, on arrêtera l'enregistrement, mais Richard se montrait disponible. Fait que je te recède la parole, Richard, pour terminer. Euh, Merci, Joanie. Alors, c'est quoi vos faiblesses, vos opportunités? Est-ce qu'il y a des nouveaux besoins, des nouvelles priorités avec vos clients? Donnez-vous des nouveaux objectifs et à partir de là, mesurez-vous. Choisissez les indicateurs de performance. Le dernier bloc, c'est la gestion du changement. Je vous ai dit que si vous voulez vivre tout ça, vous allez devoir être un bon capitaine de navire ou une bonne capitaine de bateau. Alors, vous allez devoir exercer un leadership d'influence. Sécuriser vos gens, vos collaborateurs, réévaluer la situation, modéliser votre nouveau modèle financier, informer les gens, tenez-les au courant. OK? Ne les tenez pas dans l'ignorance. Gérer la résistance, vous allez toujours rencontrer des résistants, puis revoyez vos objectifs. En conclusion, s'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez de cette présentation, faites un diagnostic de votre organisation, évaluez votre situation financière, revoyez votre plan de match, OK? Et essayez de trouver des gisements d'opportunités. Moi, j'appelle ça des gisements d'opportunités, OK? Revoir votre programme de gestion des risques, faites-le, s'il vous plaît. Même si vous êtes tout petit, refaites-vous un plan de gestion des risques et gardez en tête, vous devez contrôler vos émotions, être un bon leader d'influence. Puis pour ça, ça veut dire que vous devez gérer le changement et contrôler vos émotions. Et je vous quitte sur cette citation de Charles Darwin. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Merci! C'est la période de questions. merci à toi, Richard. Gisement d'opportunités. Hein, J'adore tu aimes ce terme, ça, je vais le hein? garder. Je vais le garder précieusement. Moi, ce que je ferais, c'est effectivement, on passera pas à côté de la période de questions, mais avant, dans le fond, d'arrêter complètement l'enregistrement, ben, j'aimerais tout d'abord te remercier, Richard, de ta présence. Toujours aussi pertinent. Tu apportes des grands concepts, mais des astuces aussi, tu sais, plus concrètes. Donc, c'est vraiment un plaisir. Puis je pense que ça va amener des devoirs à plusieurs d'entre nous. C'est une bonne chose parce que justement, on veut bien faire la gestion des risques. Je pourrais pas aussi passer à côté de remerciements, remercier l'Ordre des CPA, représenté aujourd'hui par Valérie, d'avoir rendu ça possible. C'est un partenariat
qui nous tient bien à cœur, puis on y voit toute l'importance. Donc, merci beaucoup. Dans le fond, ceux et celles qui ne pourront pas rester avec nous, on va vous faire parvenir la présentation par la suite. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis on demeure pour les questions.